ça. Alors, donc j'ai pas de conflit d'intérêt avec l'héparine. Alors j'ai pris un petit cas clinique que j'ai trouvé dans la littérature, qui est un peu des frayeurs, mais enfin ça permet d'aborder les différents problèmes. Parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup d'études très randomisées qui prouvent quoi que ce soit sur comment je vais gérer une dame qui a fait une embolie pulmonaire 15 heures avant d'accoucher. Donc tout ça, c'est des recommandations d'assez faible niveau de preuve, évidemment. Alors, c'est à New York, elle a 37 ans, elle a 39 semaines d'aménorrhée plus 4 jours, elle a un antécédent de pneumothorax, mais ça ne comptera pas tellement dans l'histoire. Il la déclenche. Il n'y a pas que chez nous que les déclenchements sont un peu longs, parce qu'au bout de 16 heures, elle est toujours en déclenchement. Et là, elle fait une dyspnée aiguë, avec des palpitations. Elle n'est pas choquée, mais elle est très tachycarde. Elle désature un air ambiant, elle est anxieuse. À l'auscultation, ça passe des deux côtés. Et ils partent soit sur une embolie pulmonaire, soit sur une embolie amniotique. Et là, il faut un électrocardiogramme et qui montre les signes assez classiques d'embolie pulmonaire, avec le fameux S5U3 qu'on a tous appris à l'école. Et ils font une échographie cardiaque, et cette échographie cardiaque montre une défaillance droite. Alors je vous montre les images, c'est assez joli. Alors malheureusement, je n'ai pas la main, donc je ne peux pas vous la faire défiler lentement. Mais vous voyez donc en haut un ventricule droit qui est très très dilaté, et en bas un ventricule gauche qui est tout petit. Et sur l'image de droite, comme je ne peux pas la ralentir, ça va être difficile. Vous allez remarquer qu'en fait, en diastole, le septum, il s'écarte et hop, il revient vers le ventricule gauche, alors que la diastole n'est pas finie. Vous voyez, une espèce de double mouvement. Ben, c'est ça, la défaillance droite grave, parce que ça, en fait, ça empêche le ventricule gauche de se remplir. Alors, pas vers un cours d'écho, mais c'est extrêmement important de comprendre ça pour les réanimer. C'est pour ça que le remplissage ne marche pas. Parce que, en fait, vous regardez l'image, la deuxième image en partant de la gauche en haut, si votre ventricule droit est extrêmement dilaté, avec une pression de remplissage extrêmement dilatée, plus vous allez remplir, plus vous allez dilater le ventricule droit. Et plus vous allez dilater le ventricule droit, plus vous allez écraser le ventricule gauche. Et plus vous allez écraser le ventricule gauche, moins il va se remplir, et donc vous allez effondrer le débit cardiaque. C'est pour ça que la gestion et le remplissage d'une embolie pulmonaire massive, c'est super compliqué. Et d'ailleurs, alors, les signes, quand vous avez des signes droits installés, il faut se rappeler d'une chose qui est importante, c'est que vous pouvez obstruer 50% du lit pulmonaire sans augmenter la pression artérielle pulmonaire de façon importante, parce que c'est un système qui est recrutable. Donc si votre dame est en état de choc avec des signes de paix grave, c'est que l'importance du lit pulmonaire qui est occlus est extrêmement importante. Et c'est pour ça que le risque de mortalité est élevé, parce qu'une migration d'un caillot supplémentaire, même pas énorme, va vous bloquer ce qui reste, et donc c'est des situations extrêmement dangereuses. Alors, ça, c'est bien expliqué dans les recommandations plus récentes, et c'est vraiment une évolution qui est importante. Avant, on nous disait qu'il faut remplir, il faut mettre de la dobutamine, et il n'y avait pas beaucoup de gens qui hurlaient contre ça en disant on n'y comprend rien. Et en fait, maintenant, ça a bien changé. Et il y a ce cercle-là en rouge sur fond jaune qui montre bien l'histoire du ventricule droit dans l'embolie pulmonaire. C'est que plus la situation s'aggrave, plus il consomme de l'oxygène, parce qu'il a une HTAP à générer pour passer le barrage. Plus il est ischémique, parce que l'hypotension artérielle compromet la perfusion coronaire. Et d'ailleurs, la troponine est un élément de gravité de l'embolie pulmonaire, ce qui prouve bien que c'est un phénomène ischémique. Donc il faut faire attention quand on les réanime, parce que tout ce qui va aggraver cette ischémie va augmenter la probabilité de défaillance cardiaque. Et vous voyez, ça c'est la seule étude de physiopathe un peu que je vous montrerai, c'est qu'est-ce qui se passe quand on remplit un animal à qui on a collé une embolie pulmonaire. Et bien à droite, c'est un animal dont on a enlevé le péricarde. C'est là qu'est le problème, c'est que les deux ventricules ils sont interdépendants parce qu'ils sont dans le péricarde. Et vous voyez la flèche que là, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. La flèche, c'est ce qui se passe quand on remplit. Donc là, c'est normal, quand on remplit, on augmente l'éjection ventriculaire gauche. Mais quand vous faites ça sur des animaux qui n'ont pas de péricarde, c'est vieux comme étude, et bien quand vous remplissez, vous effondrez l'éjection ventriculaire gauche à cause de cette histoire d'indépendance. Donc attention, le remplissage c'est compliqué, et d'ailleurs, dans ces recommandations un peu récentes, c'est vachement bien, parce qu'ils expliquent très très bien que, en fait, bon, ça sert à quoi de remplir l'embolie pulmonaire? Et bien ça sert à quoi? À chercher le petit pourcentage de malades qui étaient hypovolémiques, et qui curieusement n'a pas une PVC élevée. Et celle-là, vous peut-être la voir d'ailleurs, elle est plus difficile à voir à l'écho, parce qu'elle n'aura pas forcément une veine cave comme ça. Mais la plupart des embolies pulmonaires, en fait, n'ont pas besoin d'être très remplies. Et c'est pour ça qu'ils disent, attention, le remplissage, il faut le tester, moins de 500 cc. Et si vous augmentez la pression artérielle et que vous baissez la fréquence cardiaque, vous êtes dans le cas où c'était intéressant. Mais si quand vous avez fait 250 cc, ça n'a pas amélioré la malade, il faut arrêter.
parce que vous êtes probablement en train d'aggraver la défaillance droite. La deuxième chose, c'est qu'on nous a expliqué pendant tellement longtemps que le traitement de l'embolie pulmonaire, c'était le remplissage, et la dobutamine. C'est incompréhensible. La dobutamine, ça augmente la consommation d'oxygène du myocarde et c'est un vasodilatateur. Voyez. Et maintenant, c'est fini cette histoire-là. Alors nous, ça nous arrange anesthésique parce que la noradrénaline, on en met partout. Mais le traitement de l'embolie pulmonaire, en première intention, c'est la noradrénaline. Parce que ça ne sert à rien de fouetter le ventricule droit. Il faut le perfuser. Et la noradrénaline va être un petit peu inotrope et surtout restaurer de façon importante une pression de perfusion coronaire. Et la dobutamine peut être rajoutée. C'est en fait, la dobutamine, c'est une sorte de pont à l'ECMO. Ça ne va pas sauver la malade. C'est juste pour faire un peu de débit le temps que quelqu'un vous mette une assistance. Et attention, ils disent bien, c'est arythmogène, c'est vasodilatateur, ça aggrave. Et ils disent, pas toute seule. C'est que si vous mettez de la dobutamine, c'est que vous avez déjà mis de la noradrénaline. Alors comme c'est un truc américain, ils appellent immédiatement le Multidisciplinary Pulmonary Embolism Response Team. Donc vous attendez à voir débarquer un truc comme ça, mais c'est assez fantastique, parce qu'à 2h du matin, il y a une embolie pulmonaire, il y a 15 mecs qui sont là pour gérer le truc. Moi, je n'ai pas ça. Et ça rigole pas, c'est un gros hôpital, il a poussé le bloc de chirurgie cardiaque, et ils mettent des guides au cas où il faudrait mettre une ECMO. La dame s'aggrave, elle est tachycarde, elle est hypotendue, ils introduisent des vasoconstricteurs, de la noradrénaline, de la vasopressine et même un peu d'adré. Et puis comme elle n'est pas bien, ils l'endorment avec un protocole d'anesthésie qu'on sent qu'elle ne doit pas être très fraîche, la dame. Parce que quand on est à faire hypnovel, Finta pour endormir quelqu'un, généralement, c'est que ça ne va pas. Et ils font l'extraction au forceps d'un bébé vivant. Au décours, regardez, une PCO2 élevée, un ETCO2 très bas, donc un espace mort très important. Et derrière, paf, ils font un bolus d'héparine. Ils font un bolus d'héparine et ils mettent une seringue électrique. Ça, c'est intéressant de le discuter quand même un tout petit peu parce que la stratégie diagnostique et thérapeutique, elle dépend de la situation clinique, c'est-à-dire la probabilité de l'embolie pulmonaire et du niveau de gravité. En gros, plus vous êtes sûr que c'est une embolie pulmonaire et plus elle est grave, plus l'indication d'anticoagulation elle est extrêmement urgente. Je suis toujours choqué quand je vois des gens dont on pense qu'elle a une embolie pulmonaire et qu'on envoie au scanner non médicalisé pour voir si c'est une embolie pulmonaire. Alors c'est complètement idiot. La seule chose à faire, c'est faire un coup de Lovenox. Une fois que vous faites votre coup de Lovenox, la question c'est est-ce que je le refais dans 12 heures? Vous avez 12 heures pour faire votre scanner. Donc sur une suspicion d'embolie pulmonaire, c'est pas urgent d'avoir un scanner à 5 heures du matin. Si vous y croyez, ce qui est urgent, c'est de faire son poids en Lovenox. Et vous êtes tranquille. Alors que l'envoyer accompagné par l'externe, et vous allez arriver là-bas, on va dire « Madame, montez sur le scanner », c'est la meilleure façon de compléter votre embolie pulmonaire. Donc, eux, ils disent, voilà, alors les critères diagnostiques, il y a les critères de Genève, de Wells, tout ça, c'est bien, mais chez la femme enceinte, ça marche très mal, parce que vous voyez, par exemple, il y a l'âge, alors évidemment, c'est rare que vous ayez ça. Dans d'autres, c'est le fait d'être un homme, donc ça aussi c'est rarement le cas en obstétrique. Et donc en fait, les critères de Wells, ils sont pour la moitié invalidés, et vous vous retrouvez finalement avec des critères, est-ce que le gaz du sang, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Le PIF. Alors le PIF, c'est pas très bien, mais en fait, c'est pas si mal, parce que quand vous regardez cette étude qui avait validé l'utilisation des critères EARS pour faire le diagnostic de l'embolie pulmonaire, ce qui est assez fantastique, c'est qu'en fait, il y a trois choses. Est-ce qu'il y a un signe de Phillips? Est-ce qu'il y a une hémoptysie? Et est-ce que l'embolie pulmonaire est le diagnostic le plus probable selon le clinicien? Ça marche. Vous faites quasiment aussi bien que les scores. C'est que si vous pensez que ça peut être une embolie pulmonaire, oui, ça peut être une embolie pulmonaire. Et là, la question d'injecter des anticoagulants vraiment se pose. Alors du coup, une fois que vous pensez que c'est une embolie pulmonaire, donc déjà vous avez une indication d'anticoagulation, la deuxième chose, est-ce qu'elle est grave? Et il y a des critères de gravité, et on les classe maintenant en pas grave, très grave, intermédiaire, haute et basse. Alors vous voyez, il y a 4 colonnes. Alors ça, c'est un score, c'est encore un score. Et ce score, il n'est pas très intéressant chez nous, parce que par exemple, vous avez l'âge, vous avez le sexe, vous avez est-ce qu'elle a un cancer, est-ce que c'est une insuffisance cardiaque, est-ce que c'est une BPCO, et tout ça, vous ne l'avez pas. Donc en fait, qu'est-ce qui vous reste? Des paramètres hémodynamiques. Et en fait, c'est les autres. Alors c'est quoi les critères de gravité? Est-ce qu'il y a une instabilité hémodynamique? Si vous cochez instabilité hémodynamique, ça y est, vous êtes grave, c'est même pas la peine de faire le reste. C'est est-ce qu'il y a une dysfonction VD à l'écho ou au scanner? Vous pouvez la voir au scanner. Si la radiologue vous dit signe de surcharge VD, c'est que le VD est dilaté, donc ça veut dire que vous avez un risque intermédiaire. Et puis la troponine, d'accord. Et donc ça vous permet de voir si vous êtes plutôt dans une situation grave ou pas.
Donc du coup, il nous reste la fréquence cardiaque, la tension, la saturation et un peu d'imagerie. Alors si on revient là-dessus, du coup, si vous pensez que c'est une embolie pulmonaire, indépendamment de la gravité, si vous pensez que c'est une embolie pulmonaire, les recommandations, et c'est une recommandation de grade 1, avec un niveau de preuve assez faible évidemment, parce que les gens n'ont pas pu tester ça, mais c'est une recommandation de grade 1, il faut introduire un traitement anticoagulant pendant que vous faites le diagnostic, c'est-à-dire avant le scanner. Et puis si le scanner est négatif, vous ne réinjecterez pas le Lovenox, et au bout de 12 heures, ça sera fini. D'accord ? La deuxième chose qui est importante, c'est que si la patiente elle est instable, ce qui est recommandé, c'est de faire de l'héparine non fractionnée, la bonne vieille héparine. Pourquoi ? Parce que en fait, les HBPM ont globalement la molécule recommandée et elle est supérieure à l'héparine sur tous les points de vue. C'est plus simple, la pharmacocinétique est prédictible, la pharmacodynamique aussi, ça marche plus vite, il y a moins de complications et il y a moins de thrombopénie. Le seul problème, c'est que l'absorption de ce médicament dépend de la perfusion cutanée. Et si vous êtes choqué, vous êtes vasoconstricté. Et l'état de choc est la situation dans laquelle la pharmacocinétique des HBPN va être modifiée. Et c'est pour ça qu'une EP choquée, c'est un bolus d'héparine IV. Ça, c'est important. Et attention, du coup, c'est probablement une des dernières indications de l'héparine IV, en dehors évidemment de la chirurgie cardiaque, de la CEC ou des choses comme ça. En effet, on a une pharmacocinétique qui est indépendante de la perfusion cutanée. C'est une durée d'action courte. Quand vous arrêtez votre seringue, 4 heures après, il n'y en a plus. Attention, il faut faire un bolus. Si vous mettez une seringue électrique d'héparine comme ça, vous allez mettre 24-36 heures anticoaguler les gens. Donc il faut faire un bolus pour saturer les récepteurs. Et le bolus, ce n'est pas plus de 5000, c'est la moitié du poids, c'est souvent de l'ordre de 4-5 000 unités. Bolus puis seringue électrique. Et si vous êtes trompé, vous arrêtez. Alors évidemment, parfois c'est encore plus compliqué parce que si la dame elle a des contractions ou si elle saigne, vous êtes très 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 embêté. Alors si elle saigne, alors là moi je ne sais pas quoi faire. Voilà. Par contre, s'il a des contractions, évidemment, moi on voit des cas cliniques passer comme ça ou en mortalité maternelle, des histoires, elle contracte, on ne peut pas l'anticoaguler, donc on va la déclencher en espérant qu'elle accouche vite, ça ne rate pas à l'autre 16 heures, elle n'a toujours pas accouché, et on se retrouve avec des gens qui finalement n'accouchent pas, qui pendant des heures sont immobiles, déclenchée et avec une embolie pulmonaire qui n'est pas anticoagulée. L'idéal, c'est de mettre en place un traitement par HNF que vous arrêterez 4 heures avant l'accouchement. Alors, 4 heures avant l'accouchement, c'est pas facile, mais en fait, si vous discutez bien avec votre obstétricien, si la dame, elle contracte et qu'elle a un col fermé, et qu'elle est primipare, il y a peu de chances qu'elle accouche dans 4 heures. Vous pouvez lui mettre une seringue électrique d'héparine, et puis quand elle va commencer à dilater, vous arrêterez votre seringue électrique d'héparine. Est-ce qu'il restera un petit peu d'héparine à l'accouchement? Peut-être, s'il y a un reliquat d'héparine. Si elle accouche et vous avez été votre seringue 3 heures après, ce n'est pas forcément une catastrophe en fait. Par contre, la laisser 18 heures allongée avec un déclenchement qui ne marche pas sans héparine, ça peut être extrêmement dangereux. Alors, me dire, est-ce qu'il y a un risque hémorragique? Ben oui. Mais en fait, si vous avez un risque hémorragique, vous aurez quoi? Vous aurez une HPP. L'HPP, en fait, vous êtes super formé à ça. La procédure HPP, vous la connaissez par cœur. Les maternités sont équipées pour gérer une HPP. Donc finalement, c'est une complication qui ne va pas vous faire plaisir, mais sur laquelle vous serez à l'aise. Si vous ne faites pas d'anticoagulation et que vous avez la complication inverse, c'est un choc cardiogénique ou un ACR. Alors là aussi, je vous rassure, là aussi, il y a une procédure. Enfin, vous êtes probablement moins habitué. Et puis, vous avez sûrement des culots. Je ne suis pas sûr que vous ayez une ECMO et l'habitude de fibrinoliser les gens pendant l'accouchement. Donc en fait, quitte à avoir une complication, en fait, il faut choisir celle-là. C'est une complication qu'on saura gérer. L'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas. Il vaut mieux avoir à gérer une HPP parce qu'on a un reliquat d'héparine plutôt que d'avoir à gérer une catastrophe hémodynamique. L'anesthésie, quand même. Alors là, vous avez vu, ils ne sont pas embêtés, Hypnovel, Fata. Alors ALR anticoagulation, oui, c'est une contre-indication. Il y a les trucs qu'on connaît tous, 12 heures en préventif, 24 heures en curatif, 4 heures si c'est de la HNF. Pas d'indication à faire des gros dosages, parce qu'en fait, au-delà de 12 heures sur du préventif, au-delà de 24 heures, vous pouvez faire une ALR. Le seul intérêt du dosage, c'est si vous êtes avant. Vous êtes à 9h30 de la dernière injection et vous dites, ça serait de la chance quand même, la dame, elle est hyperclirante, vous faites un anti-DISA, il est super bas, vous mettez votre péri. C'est le seul cas où c'est intéressant. Mais au lieu de 12 heures, le risque c'est de trouver un reliquat d'héparine et de vous retrouver avec des discussions atomiques alors que la dame n'avait pas de contre-indication à la péridurale. D'accord? Donc ces horaires-là, ils sont parfaits et je pense qu'ils n'ont pas beaucoup changé. Et puis la deuxième chose, c'est raisonner en bénéfice-risque. Bien sûr qu'il y a un reliquat d'héparine, mais si la dame a absolument besoin d'une ALR,
Le risque d'un hématome, c'est 1 sur 250 000 si vous multipliez le risque par 1000, ce qui n'est pas fréquent en médecine. Vous avez encore 249 chances sur 250 qu'il ne se passe rien. D'accord? Vous êtes encore sur des chiffres de 1 risque sur plusieurs centaines. Donc, le fait d'avoir un anticoagulant fait que vous allez augmenter votre risque d'hématome. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut faire des péris sous anticoagulation efficace, mais si vraiment, imaginons la dame, elle est intubable, obèse, allergique à tout, et vous êtes un peu, pas à 24 heures de Lovenox, bah, vous pouvez marquer dans le dossier, oui, je suis à 16 heures de Lovenox, mais je fais une rachie parce que finalement le risque est en faveur. Par contre, ça, évidemment, il faut le marquer dans le dossier. Et puis, sinon, bah, ce n'est pas déshonorant de faire des alternatives à la péridurale. Ava va nous l'expliquer. Et ce n'est pas déshonorant d'intuber une femme enceinte. On a un défaut, c'est qu'on nous a tellement formés à dire on ne fait plus d'AG chez la femme enceinte, on n'intube pas les femmes enceintes, on voit des excès. Eh bien non, une femme enceinte qui a une embolie pulmonaire massive, c'est plus une femme enceinte. C'est une dame qui a une embolie pulmonaire massive et qu'il faut opérer. Bah, si elle avait une vésicule, personne n'aurait l'idée de faire une péridurale. Et on va s'exciter à faire une loco-régionale parce qu'elle est enceinte. Le coup classique, parce qu'elle est enceinte, elle n'est pas soignée normalement. S'il faut faire une AG à la fin, etc. Alors attention, l'AG, c'est vasodilatateur et ça augmente la post-charge du ventricule droit. Donc vous l'endormez évidemment à la kétamine ou à l'étomidate. Ne faites pas un bolus de déprimant sur une embolie pulmonaire choquée. L'autre petit cas clinique se termine. Ils font l'angioscanner, il y a bien une EP. Ils font une thromboaspiration transcutanée du caillot. Ils ne mettent pas d'ECMO. Ils poursuivent, parce qu'ils mettent une Swan-Ganz et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'indication d'ECMO. Ils poursuivent l'anticoagulation. La dame est extubée à J2 et elle est sevrée de noradrénaline. Bon. Alors la fibrinolyse là-dedans, qu'ils n'ont pas faite, mais qui est un truc un peu d'actualité. La grossesse, quand même une contre-indication relative. Maintenant, voilà, tout ce qu'on espère en fibrinolisant, c'est ça, c'est de passer de 80% de SAT à 98% et de 7 de tension. Il y a plein de case reports. Il y a des séries de fibrinolyse chez la femme enceinte, mais quand vous disséquez un peu, il y a 18 études et 120 patients. Donc ce n'est pas des études, c'est des cas cliniques. Et donc il y a un biais de publication évident, c'est qu'en fait, les gens, quand ça s'est bien passé, ils publient. Et puis, c'est ce qu'il y a à dire, mais enfin, quand ils ont plié la dame à 2h du matin dans une mare de sang, généralement, ils n'ont pas publié. Donc, il y a un biais de publication considérable, mais évidemment, dans ces études, on retrouve beaucoup d'embolies pulmonaires en péripartum ou en postpartum, mais vous voyez, dans la moitié des cas, c'est dans les 24 heures. C'est compliqué parce que vous êtes encore dans des contre-indications à la fibrinolyse. Donc, ce problème de fibrinolyse, il est très, très compliqué en postpartum immédiat. D'accord ? Alors, par contre, évidemment, ils ont des survies absolument considérables, et c'est ce qui me fait penser qu'il y a des biais de publication énormes, parce que quand on a une pathologie dont un quart sont en arrêt cardiaque, avoir 80% ou 90% de survie, c'est absolument impossible. Donc je pense que là, il y a un biais de publication considérable sur ces études, mais enfin, ça prouve que c'est faisable. Par contre, évidemment, il y a des complications, et quand il y a des complications, c'est surtout en postpartum, mais vous voyez que les complications hémorragiques graves en antépartum, vous voyez que c'est que 15%. Ça, c'est un message qui est important. Si la dame elle a une embolie pulmonaire à fibrinoliser, la césarisez pas. S'il n'y a pas de dynamique de rythme, ça va vous créer un problème. Donc la fibrinolyse, c'est recommandé sur les embolies pulmonaires choquées et c'est recommandé également chez la femme enceinte, avec évidemment, alors non enceinte, c'est passé de 2A à 1, et femme enceinte, c'est du 2A. Le niveau de preuve n'est pas énorme, mais c'est recommandé. Bon, après, j'avance, ils rentrent dans les complications hémorragiques, ils arrêtent les anticoagulants, ils mettent un filtre cave. Et ils mettent un filtre cave qui nous permet de discuter un petit peu du filtre cave. Juste une minute là-dessus, c'est le truc très logique intellectuellement, filtre cave. Il y a un caillot, on ne peut pas anticoaguler, on va mettre un parapluie, il n'y a plus de problème. En fait, il ne faut pas oublier que le filtre cave, c'est un matériel qui est très thrombogène et qu'en fait, les filtres cave, il faudrait quasiment les anticoaguler, ce qui n'est pas le but. Et donc l'indication du filtre cave, c'est vraiment une contre-indication formelle. Vous voyez, typiquement cette patiente-là, nous, on ne l'aurait pas mis de filtre cave. On aurait probablement baissé la dose d'héparine, on l'aurait embolisé de principe sur les cervico-vaginales, on aurait probablement contrôlé le saignement, on aurait mis un peu moins d'héparine, et au bout de 2-3 jours, on est recommencé. Alors on me dit, on fait un filtre cave, c'est bien, oui, mais vous voyez, quand on arrête l'héparine, quelques jours plus tard, elle recommence l'embolie pulmonaire et là, elle leur met un magnifique caillot en sel avec le filtre cave. Donc attention, le filtre cave, j'ai rien contre, mais ce n'est pas l'espèce de solution magique qu'on imagine. D'accord ? Sinon, on en mettrait beaucoup plus.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a de la littérature qui montre que les filtres caves, en fait, entre les malpositions, les thromboses du filtre, les migrations, les perforations, il y a des taux de complications qui sont relativement importantes. Voilà. À 3 mois, elle a récupéré une fonction cardiaque normale. Et j'ai 13 secondes pour conclure. Donc l'embolie pulmonaire, c'est une indication d'anticoagulation, d'autant plus qu'elle est grave et d'autant plus qu'elle a des signes hémodynamiques. L'embolie pulmonaire, ce n'est pas une indication à extraire le fœtus s'il n'y a pas d'indication obstétricale, et ça c'est vrai dans beaucoup de pathologies maternelles. On ne simplifie pas toujours la situation en faisant une césarienne. C'est une des dernières indications de la HNF, en dehors des milieux hyper spécialisés comme la chirurgie cardiaque. Les techniques de reperfusion, fibrinolyse, embolectomie, etc., c'est compliqué, mais ce n'est pas contre-indiqué, c'est même indiqué. Et le filtre cave ne règle partout.